nouvelles autorités qui sont entrées en fonction ne devront plus continuer cette politique qui ternit l'image de notre pays. Cette politique qui montre, d'abord, elle est morte au Sénégal, ailleurs, qui montre que ce pays-là qu'on dit être grand, puissant, ne l'est que verbalement. Dans les faits, ce comme on dit en lingala, c'est un gaillard zéro. C'est Madame Kazumba, on doit rappeler, elle était d'abord ministre, elle était aussi diplomate, d'abord en poste, en tout cas, le dernier poste c'est au Sénégal, on en parle tout à l'heure, mais elle était aussi au Cap-Vert, même au Mali et même en Gambie. Mais comment comprendre qu'une diplomate en poste décède et qu'en même temps, il n'y a même pas de frais à ce niveau-là? Merci Michel pour votre question. Tout à l'heure, laissez-moi parler d'une façon généralisée, on ne sait pas honorer les mémoires de... Je n'apprécie pas la façon légère d'analyser les faits par Luc. Il analyse d'une façon vraiment légère, il généralise les choses. Franchement, je ne partage pas sa façon de voir les choses. Mais laissez-moi d'abord saluer la mémoire de cette dame. C'est comme un militaire qui est décédé au front. Je crois qu'elle mérite dignité et honneur de la partie congolaise. Vous savez que Kazumba, dans cette famille, il y a un certain Vicky Kazumba qui est l'un des bons journalistes aussi de notre pays, notre confrère que j'ai salué en passant. Et donc, je condamne fermement le retard, mais je suis convaincu que les efforts sont en train d'être conjugués dans ce sens-là pour que le corps de Kazumba soit rapatrié ici et enterré avec honneur. Mais ici, il y a deux questions que je pose. La première question, j'ai suivi dans votre introduction, vous avez dit qu'il y a 45 jours. Lorsque j'ai fait le calcul, je suppose que Mme Kazumba est décédée pendant qu'on était en plein processus électoral, avec tout ce que la RDC a connu pendant ce mouvement-là. Et quand ce processus électoral est passé, il y a un nouveau régime qui est arrivé. Vous avez tous suivi ces différentes décisions prises par ce nouveau régime en vue de se faire une idée précise sur la marche réelle du pays. Quoi de plus normal explique que le fait pour nous, le pays, être en plein processus électoral, qu'un diplomate meurt, qu'on ne soit pas à mesure, non seulement de rapatrier le corps d'abord, mais de payer même le frais d'hospitalisation par exemple. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. En termes de continuité d'État. Je dis, il y a ce qu'on appelle continuité d'État, mais lorsqu'un nouveau régime arrive, il faut toujours du temps pour qu'il se fasse une idée précise de la marche effective du pays. Et donc, les temps entre l'arrivée du nouveau régime et le petit temps qu'il peut prendre pour se faire cette idée précise, c'est normal qu'il y ait de retard dans certains dossiers que je n'encourage pas d'ailleurs. Mais dire que j'ai entendu Luc dire que le Congo, c'est une mauvaise image du Congo. Je crois qu'on parle trop mal du Congo parce que peut-être on n'est pas encore allé ailleurs voir comment les autres pays fonctionnent. Je ne dis pas que ce qui se passe au Congo est 100% parfait, mais si vous allez dans d'autres pays africains et même dans le monde, vous réaliserez que c'est vrai qu'au Congo, on sauve, c'est vrai qu'il y a des dossiers qui ne marchent pas au Congo, mais il y a un grand effort qui est fourni. Ça, c'est un fait réel. Je suis certainement convaincu que les dossiers, la démarche a été entreprise. J'étais au téléphone ce matin avec un membre de la famille Kazumba qui m'a dit qu'il y a eu un certain blocage, certainement, vous l'avez évoqué au niveau du ministère des Finances, et que la situation sera décomptée d'ici 48 heures selon la réponse qu'ils ont reçue du ministère des Finances il y a 24 heures. Donc, il y a un effort qui est fourni, il y a un retard qui a été pris. Moi, je crois qu'ici, il ne faut pas tout noircir, tout peindre en noir. Il faut plutôt encourager les efforts tout en condamnant les retards qui a été pris, encourager les efforts qui sont en train d'être fournis, que de conclure avec légèreté qu'il s'agit de la mauvaise image du pays. Ça pèse. Mais lorsque le représentant du pays, parce que l'ambassadeur, le représentant du pays, ça c'est celui que je donne la parole, est gardé pendant 45 jours dans une morgue au Sénégal. C'est pas grave. Vous minimisez bien sûr, certes, mais c'est quand même grave à ce niveau-là. Moi, je suis estomaqué de voir comment M. Célestin est en train d'analyser avec irresponsabilité un cas archi grave et est en train d'encourager la mauvaise gestion des questions qui font que tout un pays puisse être vu dans le miroir sur le plan non pas national, non pas continental, mais sur le plan
internationale. Monsieur Célestin, vous allez me dire que pendant 45 jours, le corps d'un diplomate en fonction, décédé pendant qu'elle exerçait ses fonctions, et vous dites qu'il faut encourager les efforts. Quel effort? En principe, un pays rationnel, monsieur Célestin, devra prévoir tout ça. Ce n'est pas parce prévoir que Kazumba allait mourir. Oui, un pays sérieux, non pas que la personne de Kazumba, mais doit prévoir les imprévus. Et donc, quand vous avez fait le management, on vous dit que dans le management, on prévoit les imprévus. La mort peut être considérée comme un imprévu. Mais lorsqu'elle a été prévue, quand elle arrive, elle ne vous prend pas de cours. 45 jours, et vous dites que Luc analyse avec légèreté. Écoutez, chers confrères, je pense que la légèreté est de votre part. Parce que vous êtes en train de cautionner l'incautionnable. Non, nous devons mettre fin à la légèreté dans la gestion des choses sérieuses de l'État. Cette diplomate en l'occurrence, a servi le pays. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de débloquer l'argent, mettons 10 000 $, pour que la dépouille mortelle de Madame Kazumba quitte le Sénégal, vienne au pays et que l'on organise des obsèques dignes de ces noms. Je vous comprends que vous puissiez couvrir le mal, mais moi, cette sauce-là, je ne la bouffe pas, je ne la mange pas non plus. Mais c'est vrai, il y a les cas de Mme Kazumba, mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres personnalités, même les célébrités, même sur le plan, en parlant du monde sportif. Le plus récent cas, par exemple, de Ndaye a passé combien de temps à la mort en Afrique ici pour que ce soit le corps soit... C'est normal. À un moment donné, il y a une certaine négligence dans la gestion de ce genre de situation. J'ai l'impression que Luc n'est pas attentif lorsque je parle. Parce qu'il semble mettre m'écoller les choses que je n'ai pas dites. J'ai avoué ici qu'il y a eu du retard pris. Mais tout ce que je condamne, s'il vous plaît, ce que je condamne dans ce qu'il dit, c'est qu'il est dans ce qu'on appelle la baladiffusion. Ça, c'est pas une qualité pour journaliste. Absolument pas. Il ne faut pas s'arrêter sur ce qui se raconte sur les réseaux sociaux et les amener sur un plateau de télévision pour les raconter. Moi, quand j'ai suivi l'information, je vous dis que je suis entré en contact avec les membres de la famille parce que je savais que je devrais être dans le caisse, il fallait que j'amène les éléments. Il y a eu certes un retard pris et les dossiers sera décompté dans 48 heures. Mais demandez à lui, quand lui a suivi que les corps est bloqué au Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait comme vérification en tant que journaliste pour avoir l'idée sur le niveau de la démarche? Il s'est plutôt contenté de faire de la diffusion pour venir raconter ça sur le plateau. Ça, ce n'est pas une bonne qualité pour le journaliste. Le problème, c'est au niveau est-ce que ce cas-là est justifié ou non? C'est ça la question. Écoutez, moi j'ai dit ici... Au niveau d'une personnalité comme Mme Kazumba. Je me dis ici, vous savez que Kazumba est la représentante de la RDC au Sénégal. Et que pour ce genre de personnalités, il y a toujours des conditions à remplir, à réunir pour rapatrier leur corps. Vous ne pouvez pas prendre le corps de Kazumba, l'amener ici, vous ne savez même pas où le mettre quand vous savez que le palais du peuple, après Ndaye, c'est Hérodia, il y a probablement Gizenga qui sera aussi exposé. Donc il faut étudier tout ça. Donc s'il vous plaît, c'est comme ça que quand il y a une personnalité qui meurt, il y a toujours un comité d'organisation qui est mis en place pour étudier toutes ces faisabilités-là. Voilà. Avant de la parler, lorsque vous parlez, je vous laisse parler. Lorsque vous parlez, je vous laisse parler. Je demande la parole à Michel. Je vous donne la parole, c'est tout de suite. La question, c'est qu'au-delà d'abord de rapatrier sa dépouille mortelle, il faut d'abord payer les frais d'hospitalisation à ce niveau-là. D'abord, il y a un manque de frais, donc on n'a pas pu payer les frais, par exemple, pour la mort et même pour l'hôpital. Et puis, il s'est posé aussi problème de pouvoir rapporter le corps. Et la famille, tellement que ça a traîné, la famille a pris le devant pour prendre elle-même en charge les frais de rapatriement et même pour payer l'hôpital. Et c'est ça là où ça a bloqué. C'est que la famille, moi je trouve ça normal. C'est aussi arrivé avec la famille Tshisekedi qui, à force d'attendre, a décidé de rapatrier
seul. Je vais juste faire un peu une comparaison. Donc la famille, elle est normale. Lorsqu'on perd un être cher, on est toujours on s'impatiente, n'est-ce pas, de pleurer sa mère, sa tante, sa grande sœur, ainsi de suite. Mais la famille doit se mettre en tête qu'il y a ce qu'on appelle les fonctionnements de l'État. Et que Kazumba n'appartenait plus qu'à la famille, même si par conséquent c'est la famille qui a un mot à dire. Kazumba, c'était une personnalité publique, une personnalité officielle, une représentante de la RDC, et que son enterrement, le rapatriement de son corps dépend notamment aussi de la RDC, et que le régime, le pouvoir congolais doit donc prendre des dispositions, mettre en place un comité, étudier toutes les manières possibles pour régler ces situations où à un moment donné, ça fait appel de la République et l'extérieur, un ambassadeur qui meurt, on ne sait pas passer son corps, on ne sait pas payer les frais de situation, une célébrité sportive ou politique, culturelle meurt, on ne sait pas rapatrier les corps ou repayer les hôpitaux, ça aussi c'est un problème. Non, je voudrais d'abord dire à Célestin que Madame Kazumba est décédée avant Yerodia, avant Gizenga. Est-ce que vous le savez au moins? Et donc, quand vous faites vos analyses que je trouve tarabiscotées sur ce plateau, et vous dites que je fais de la baladiffusion, non. Et vous me demandez qu'ai-je fait? Je me suis renseigné. Cette dame... Mais vous n'avez donné aucun renseignement, lui. Un instant. Cette dame a été délaissée. Michel vous dit que même les frais d'hospitalisation n'ont pas été payés. C'est que personne ne peut encourager. Et vous, non. Personne ne peut encourager. Notamment. Mais vous dites que vous comprenez. Vous comprenez cela. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Non, écoute, nous sommes un pays, nous sommes un État, nous sommes une nation. Et donc, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas trouver normales. Ça, c'est la congolisation. On trouve tout normal. Les gens montent n'importe comment dans les taxibus. On dit, oui, c'est normal, nous sommes en crise. Les gens volent en pleine journée. Oui, c'est normal. Non. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire le mal. Il y a un temps pour arrêter de faire le mal. Il y a un temps pour être irresponsable. Moi, je veux appeler ces gens-là des médiocres. Mais je crois qu'il faut mettre fin à la médiocrité et aller à l'excellence. Voilà, merci beaucoup. Donc, le cas de Madame Kazumba n'est pas le seul cas. Ça se répète. Et votre compréhension dans le mal se répète également. C'est que je trouve... Merci beaucoup. C'est une interpellation à tous et aussi aux autorités de pouvoir régler très rapidement cette situation pour ne pas que nous puissions chaque fois retomber dans des situations qui ternissent l'image de notre pays, la RDC, comme République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on va parler d'un deuxième sujet de la conférence à Bruxelles de Mosengo le 25 février. Il est revenu sur la situation politique de notre pays, principalement les élections des 30 décembre 2018. Mais cette déclaration un peu particulière, selon lui, ça c'est le conseil qu'il a fait, le cardinal a fait, c'est qu'on pouvait arriver à mettre fin à la gouvernance de la Kabylie ou de la Kabila si et seulement si Félix Tshisekedi n'avait pas accepté, n'aurait pas dû être accepté d'être nommé, ça c'est le terme qu'il a employé, et qu'il accepterait la victoire, sa nette d'abord, qu'il accepterait sa nette et claire défaite, et qu'il féliciterait le vainqueur qui était Martin Fayulu. En tout cas, selon Mosengo, on aurait en tout cas oublié aujourd'hui Kabila et tout son régime. La réaction. Vous savez, j'ai suivi personnellement Monseigneur Mosengo. Je commence par avouer qu'il m'a encore une fois déçu. Très déçu. Vous savez, Mosengo a fait une déclaration, Luc le rappelait tout à l'heure, que les médiocres dégagent. J'avais apprécié cette réaction à l'époque, mais je ne l'avais pas trouvé jusqu'au boutiste Mosengo lui-même, parce qu'à l'entendre parler à l'époque, il donnait l'impression qu'il y avait des médiocres que dans l'opposition. Alors que les médiocres, il y en avait et à l'église catholique, et dans la majorité, et dans l'opposition. Donc j'avais voulu qu'il soit jusqu'au boutiste. Il ne l'a pas été. Ça, c'est le premier élément. Les médiocres dans l'église catholique, comment? Non, mais vous n'avez pas appris qu'il y a la troisième personnalité du Vatican, Georges Penn, qui a été reconnu coupable de pédophilie. Ça, c'est l'église catholique. Ça n'a rien à voir avec l'église. Non, mais vous parlez des médiocres. Non, j'ai répondu à la question.
J'ai répondu à la question. Il n'y a pas de lien entre l'acte de pédophilie s'il vous plaît. C'est là que se pose maintenant la question principale sur ce qu'est censé faire réellement l'Église catholique. Vous savez que lorsqu'on est une structure, on a toujours une mission principale et des petites missions autour de la mission principale. Mais dès lors qu'on a failli à la mission principale, dès lors que jusqu'à maintenant, là, en 2019, il y a pédophilie avérée à l'Église, c'était la mission principale. C'est le prêtre congolais. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 92, Mosengo lui-même, sous menace des services de renseignement de Mobutu qui menaçaient de mettre à la rusée publique la vie de Mosengo a contredit l'élection de Tshisekedi comme Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez? Donc c'est des choses qu'on ne peut pas rappeler à tout moment sur le plateau. Mais parce que j'ai parlé... Revenons sur la question. Non, mais c'est vous qui me posez cette question, j'étais en train de répondre à vos questions. J'en viens à la déclaration. Franchement, la déclaration... Mosengo est libre, c'est un citoyen congolais, il est libre de s'exprimer. La démocratie voudrait que chaque Congolais dise à haute voix ce qu'il pense, mais dans le respect des lois. Parce que la démocratie, Montesquieu la définit comme étant le pouvoir, n'est-ce pas, de faire ce que les lois permettent. Dès lors que la loi congolaise permet aux citoyens Mosengo de dire ce qu'il pense de son pays dans le respect de la loi, il n'y a aucun mal. Mais la question que je me pose, c'est que lorsque vous prenez les différentes déclarations des cardinaux, je vais prendre ici 3 cardinaux. En 2006, vous avez le cardinal Etiao, je crois avoir bien prononcé son nom, très malade sur son lit de l'hôpital. Il sort de son lit de l'hôpital, il dit c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné l'élection. Nous sommes en 2006. En 2011, Mosengo Passigna revient en charge pour dire écoutez, c'est pas Kabila qui a gagné l'élection, c'est Tshisekedi qui a gagné l'élection. Le même Mosengo revient, il envoie certainement le pas à Cholet et à toute la Senko pour dire que Tshisekedi a été nommé, c'est Kabila qui a gagné l'élection. La question que je me pose, qu'est-ce que les différentes déclarations de ces 3 cardinaux ont changé, soit dans la marche de l'État, soit dans l'ordre d'arrivée, lors d'une élection telle que publiée par le pouvoir qui est censé l'organiser. S'il vous plaît, j'avance. Rien n'a changé. Parce qu'en 2006, Kabila a gouverné. En 2011, Kabila a gouverné. Et maintenant, c'est qui gouverne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, s'il vous plaît. Le deuxième élément. N'oubliez pas que ce que Mosengo fait aujourd'hui, il est en train, en quelque sorte, de se dédouaner. Rappelez-vous l'histoire des 40 000 smartphones achetés par les pays occidentaux. Ça, c'est Cholet qui l'a dit sur un plateau de télévision et donné aux observateurs de l'Église catholique. Ces téléphones n'ont pas, monsieur Amit, vous et moi, suivons la politique. En politique, il n'y a rien pour rien. C'est lui qui vous achète 40 000 smartphones, attend toujours quelque chose de vous. Mais parce que vous avez failli à la mission qu'il vous a assignée. On a acheté les 40 000 smartphones pour Mosengo ou pour... Non, c'est pour les observateurs de Mosengo. Mais en quoi Mosengo est impliqué? Non, mais Mosengo fait partie de l'église. Les observateurs, c'était les églises. Ce ne sont pas les observateurs qui sont dans le téléphone. Bref, Mosengo a, avec Cholet, bien entendu, non, ils ont échoué à la mission leur assignée par leurs parrains occidentaux. Merci beaucoup. Maintenant, pour donner l'impression qu'on n'a pas failli, il faut faire une déclaration pour se racheter. Voilà, Luc, vous avez la parole. Le même Mosengo, justement, je prends ce que Céline vient de dire tout à l'heure. En 2006, les cardinals Personam, le cardinal... Très malade. Non, je comprends. Très malade. Paix à son âme, heureusement d'ailleurs, on peut le dire, le cardinal Etiou déclarait, en tout cas au nom de la vérité des urnes, c'était Bemba qui avait gagné les élections, il dit, ça n'a rien changé. En 2011, le cardinal Mosengo dit que le résultat publié tel que publié par la CENI ne reflète pas ni la justice, ni la vérité. Ça c'est en faveur de Tshisekedi. En 2018, pour les élections 2018, mais en 2019 bien sûr, Mosengo revient pour dire que les élections ou le résultat présenté par la CENI ne sont pas conformes aux vérités. C'est que ce n'est pas Félix qui est le vainqueur, mais c'est plutôt Martin Fayulu. Là, Mosengo est devenu le haineux. C'est lui qui est à la solde des Occidentaux ou les autres. Mais quand on sait que ce sont les Occidentaux qui ont acheté la plupart des matériels. Encore plus ou moins qu'on ne veut pas la vérité, mais on s'habitue au mensonge et à la fraude. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame dans le chef de Michel. De Célé. Analysez, s'il vous plaît. Ne répondez pas, analysez. Pardon, de Célé. Parce que il évoque le cas de pédophilie qu'il met au compte de l'Église catholique du Congo, un cas qui se passe à Rome,
L'Église catholique est universelle, lui. C'est les... Oui. Elle est universelle. Moi, je suis l'esprit de l'Église catholique. Mais l'universalité de l'Église ne veut pas dire la confusion. Dans les forcément de ce que vous êtes en train d'amener sur ce plateau, c'est de la confusion. C'est les saints. Donc, si vous dites que qu'est-ce que cela a changé dans le dire des trois évêques, archevêques? Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de faux pénalty. Qu'en pensez-vous? Avait-il raison ou tort? Je vous pose la question. Parce que celui qui parle de faux pénalty était là où s'est préparé comment accorder ce faux pénalty. Il était à la marmite. Et quand il sort, il dit c'est un faux pénalty. Nous n'allons plus accepter un troisième faux pénalty. Ce monsieur-là était devenu ou est devenu à abattre. Mais ce que disent les archevêques, si on prend la déclaration de Tchaou, ça rentre, mutatis mutandis, bien sûr, dans le même cadre que les premiers faux pénalty. Si on prend la déclaration première de Mosengo en 2011, ça rentre dans le cadre du deuxième faux pénalty. S'il faut parler de pénalty, selon Mosengo, il y a un troisième faux pénalty. Et ces pénaltys-là ont donné lieu au but. Mais l'analyse que moi je fais, je me dis, hélas, Tshisekedi père a subi le même sort. Mais est-ce que nous devons nous accrocher à ce qui est devenu comme une habitude dans notre pays? Que non. Mais nous devons dénoncer ça. Et Mosengo, étant serviteur du Christ, le Christ est venu pour la vérité. La vérité, quand vous la dites, elle vous attire des colmatages, des insultes, j'en passe, et des meilleurs, un peu comme ce que vous faites ici sur ce plateau. Je n'insulte pas, monsieur. Donc, monsieur Mosengo, il n'est que du côté de la vérité. Et j'ai déjà dit sur ce même plateau que l'Église ne peut pas être comme, j'ose croire, vous le dites, au milieu du village. L'Église doit être du côté de la vérité. Et la vérité, son prix, c'est quoi? Ceux qui sont contre peuvent injurier, peuvent... Je ne sais pas si vous avez vu sur la toile comment les gens ont insulté les cardinals. Je me rappelle, il y a une dame qui était au pouvoir. Plus de temps de parole. Non, non. Même temps. Non, non. Le même temps. Il y a une dame qui était au pouvoir qui a même insulté Mosengo. Puis, elle est partie en Israël, au mont Sinaï. Ayant terminé sa prière au mont Sinaï, en descendant, on l'appelle, on lui dit que votre travail est fini. Là où elle travaillait, je ne vais pas citer les lieux. Cette dame-là, tout de suite, il m'est venu en tête tout ce qu'elle a dit contre Mosengo. Après des années, elle s'est rendue compte que Mosengo ne disait que la vérité. Je pense que ça ne sera pas le cas avec toi. En tout cas, je le souhaite. Voilà, je le souhaite. C'est pas le facteur en même temps. Mais au-delà de tout, c'est vrai, le cardinal donne un point de vue. Je suis content de la face de l'Israël. Après là, il dit sa vérité comme on veut l'attendre. Mais comment cerner cette vérité? Comment capitaliser cette vérité pour que finalement nous arrivions à une situation où la paix se règne? Vous savez, Michel, j'ai dit tout à l'heure que ce que le cardinal est en train de faire, l'ancien cardinal bien sûr, n'a rien à voir avec la vérité des yeux. Il est cardinal, il n'est pas l'ancien. Vous comprenez? L'ancien archevêque, pardon. Oui. Ça n'a rien à voir avec la vérité des yeux. Je vous ai dit qu'ici,
il s'agit d'une structure qui est en train de faire un effort pour montrer à ses parents en fait, qu'il ne veut pas avouer son échec. Et en 2011, c'était aussi... S'il vous plaît, j'avance. Oui, mais c'était pareil. C'était pareil. En 2011, c'était pour faire plaisir qui? Comme on moi dit que le résultat... Non, j'ai la parole. Comme on en 2011 a dit que le résultat tel qu'est publié, ça ne reflète pas la vérité, la justice. Ça, il faisait plaisir. Non, mais c'était pour la consommation extérieure. C'était pour la consommation extérieure, monsieur. Regardez ce que je vous fais juste un simple calcul. 40 000 smartphones. Les unités pour chacun des smartphones. Vous en avez la preuve un peu. Je sais de quoi. Ça, Cholet l'a dit sur une émission. Ce que j'ai dit, je les détiens des Cholet. Vous comprenez? Il a même cité les noms des pays qui ont donné les téléphones. Il a parlé de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne. Ce que j'ai dit, ça sort de la bouche des Cholet. J'ai dit 40 000 smartphones, les unités pour chacun des smartphones et la collation pour chaque observateur. 40 000 observateurs. Vous comprenez? Vous pensez que les Occidentaux, les pays occidentaux vous donnent cet argent et tout ça pour rien? Non, ils attendent de vous quelque chose. Vous comprenez? Mais c'est ce que j'ai dit. Parce que le cardinal dit de tenir la vérité des urnes, il pouvait conseiller à Madidi Martin Fayoulou de réunir toutes ces preuves et les amener à la Cour constitutionnelle. Comme ça, on sait voir, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous... Parce que lorsque vous faites même le calcul, vous prenez le nombre de centres de compilation des résultats, vous les divisez par le nombre d'observateurs déployés par la SECO, il n'y a pas match. La SECO n'était pas en mesure de couvrir tout l'étendue du territoire. La mission d'observation, c'est une projection qu'on fait. Vous comprenez? Donc, vous demandez à l'épreuve alors que même la CENI n'a pas de preuves. Non, mais écoutez, la CENI a brandi ses preuves. Les preuves de la CENI font passer Félix Tshisekedi Tshilombo comme vainqueur de l'élection. Parce que de nous tous, s'il vous plaît, de toutes les structures, et de nous les journalistes, et des observateurs, et des missions, je ne sais pas, étrangères, qui ont été dans différents centres de vote, dans différents centres de vote, il n'y a pas une seule structure qui a été en mesure d'être partout. Il y avait le bureau de vote en dehors de la CENI. Ça, on doit être d'accord tous. Et que mais la CENI, même temps, n'a même pas de preuves, s'il vous plaît. C'est à la CENI que la Constitution a donné le pouvoir d'organiser et d'annoncer les plans des élections. La CENI a dit, n'est-ce pas, que Tshisekedi a eu 38% de voix. Sur quelle preuve? Si vous dites que la CENI... Non, mais écoutez, c'est pas à la CENI d'exhiber les preuves. C'est à vous qui dites que la CENI a menti, de vous dire, voici les preuves que nous avons, ce que vous dites là, vous avez menti. Je d'accord avec vous, mais ce qui est important, lorsque nous faisons ce genre d'émissions, nous avons aussi le rôle de former, d'éduquer le public. Certes, la CENI, je vous la parole, à ce niveau-là, la CENI a le rôle, les pouvoirs organisateurs de les élections, mais il y a des procédures qui sont déjà établies par l'électoral et même la Constitution de notre pays, et même le règlement intérieur, même de la CENI. Là, on va réunir ce débat sur la vérité des urnes, mais c'est ce qui est important, je ne parle pas à ce niveau-là. Je vis par exemple les élections au Sénégal, ok, publiées par la Commission électorale du Sénégal, où on donne, peut-être on va vous aider, on donne le résultat ville par ville, bureau par bureau. Ce qui n'a jamais été le cas au niveau de la CENI de Corneille Nangaa. Là aussi, il faut appuyer parce que seulement c'est la vérité des paroles des évangiles de la CENI de la Constitution électorale. La question, c'est au niveau de la vérité. Est-ce que doit-on continuer à ces débats-là? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de problèmes chez nous. Je pense que c'est qui un grand consommateur de médias en tant que journaliste, il a suivi ce que notre confrère Marc Moukébaï a produit comme preuve que la CENI a envoyé 2 listes à la Cour constitutionnelle et a mis les juges en difficulté. Ce qu'il fallait, il n'a pas fait. Écoutez, et mon symbole. Et un instant, la CENI a envoyé 2 listes à la Cour constitutionnelle. Une liste où notre confrère Moukébaï a 8000 voix. Une autre liste où il a 1000 voix ou quelque chose comme ça. Écoutez, moi je trouve que nous devons tous contribuer pour construire un pays des gens sérieux. Un pays des gens qui réfléchissent bien. Vous savez, un jour je disais sur ce même plateau à M. Serge que le fait de changer des têtes dans la gouvernance n'est pas un passage du yin au yang. Le yin, selon la philosophie traditionnelle chinoise, c'est
ils en passent de vote du peuple et disent Kabila, il y a Michel, ici il y a élection, oui ou non, c'est lui. Michel, s'il vous plaît, j'ai l'impression que vous m'interrompez à tout moment. Non, je vous ai relancé. Je dis ici que j'ai analysé en deux parties. J'ai parlé autant il y a eu deal, et je vais aussi analyser s'il n'y a pas eu deal. Mais j'ai dit que si réellement il y a eu deal, Katumbi, Bemba, Mouzito, tout le monde a dealé avec Kabila pour être ses subalternes. Parce que ce que dit, s'il vous plaît, et que ce que dit lui a dealé avec Kabila pour être son chef, être le chef et de Kabila et de Bemba et de Katumbi, c'est que ce que dit est plus intelligent que tous ces gens-là. Ça, c'est au cas où il y a eu deal. Vous me comprenez? Maintenant, venons-en au deal. J'ai entendu mon aîné confrère dire que si ce que dit est bloqué, il ne sait pas prendre des décisions, parce que la plupart des Congolais ont l'impression que les gouvernements traînent au nom du prétendu deal qu'aurait eu Kabila et Tshisekedi, et que Tshisekedi est bloqué, c'est pas nommé. Non, vous savez, j'informe lui et même les téléspectateurs que la Belgique a fait 500 jours sans Premier ministre. C'est pas parce qu'il y avait un deal, mais c'est parce qu'il y avait certaines dispositions normatives de choses qu'il faut. J'ai mis 500 jours. Luc, c'est un journaliste que j'ai resté beaucoup. Tu vois qui sait de quoi je parle. Ça, c'est le premier élément. Mais j'aimerais d'abord faire un pas en arrière, rappeler un peu l'histoire. Nous sommes le 20 décembre 2011. Joseph Kabila prête serment comme nouveau président de la République devant la défaite Cour suprême de justice à la cité de l'Union africaine. Un mois plus tard, et même plus d'un mois plus tard, c'est-à-dire le 26 janvier 2012, vous me comprenez, la Commission électorale nationale indépendante annonce les 432 députés des 500 attendus à l'Assemblée nationale. Le 12, je vais dire le 8 mars 2012, Joseph Kabila confie la mission de l'information à Charles-Monde Ossima pour identifier la majorité parlementaire pouvant lui permettre, n'est-ce pas, de nommer le nouveau Premier ministre. Vous me comprenez? Le 12 avril 2012, Minakou est élu président de l'Assemblée nationale. Le 18 avril 2012, Kabila nomme Matata Ponyo Premier ministre. C'est le 28 avril 2012 qu'au terme de l'ordonnance numéro 12/004, que Joseph Kabila, président de la République, va investir le nouveau gouvernement, faisant suite à la démission du gouvernement Mouzito III qui était intervenu, je crois, le 6 avril de la même année. Lorsque vous prenez la date de la prestation des serments du président Kabila et la date de l'investiture du gouvernement, 130 jours se sont passés, à peu près 4 mois et 8 jours. Vous comprenez? À peu près 4 mois et 8 jours pour connaître le gouvernement Matata. Ça signifie qu'aujourd'hui, Tshisekedi est dans l'obligation constitutionnelle d'attendre le bureau définitif qui est censé investir le gouvernement. Je vais citer par là. Je vais dire quoi? C'est que même si Tshisekedi est le Premier ministre aujourd'hui, il doit attendre le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui ne sera mis en place qu'après la session de mars 2015. Je suis d'ailleurs content et je lance cet appel pour qu'on puisse accélérer le processus, qu'on mette en place un bureau capable. Comme ça, on va nous enlever Léo Lengankon qui est à l'Assemblée nationale, dans le bureau provisoire. Il peut vite partir comme ça. Ah oui, il y a un Olengankoi 2 là-bas, vous ne savez pas. Il faut suivre ce qu'il dit, les premiers rapporteurs qui l'a fait, Olengankoi 2, il faut suivre comment il parle français. Donc c'est ça, peut-être qu'on va mettre un bureau définitif, comme ça il peut partir. Donc c'est ça que je voulais dire. Voilà, je voulais dire qu'ici, ce n'est pas quelque chose de dit, c'est qu'il est dans l'obligation constitutionnelle d'attendre le bureau définitif. Or, quand vous faites le calcul, la rentrée parlementaire, c'est 15 mars. Et le bureau définitif, on ne pourra l'avoir que fin avril ou fin mars, début avril. Donc, ce n'est pas un problème de dire, c'est une obligation constitutionnelle et ce qui dit est dans l'obligation des patients. On n'a pas pu parler, évoquer le problème du gouvernement. Il y a d'autres aspects liés à la gouvernance de l'État, ce qui n'a rien à voir avec le gouvernement, la mise en place ou non du gouvernement, mais les actions ou l'agir même de chef de l'État, en tout cas, entre guillemets, plein de son pouvoir, peut le faire. On parle de prisonniers politiques. Il ne faut pas attendre que le gouvernement soit mis en place. C'est un problème. Alors, on termine par vous. Non, mais je dois conclure aussi. Je rappelle à Célestin qu'il faut faire très attention quand vous analysez surtout les faits politiques. Je constate d'abord, avec bonheur, que vous faites un aveu sur tout ce que nous avons dit. Finalement, vous dites, si Tshisekedi a dit oui, j'ai dit si, j'ai supposé oui,
Oui, mais je suis dans votre logique. Je reprends. Si vous dites, s'il a dealé avec Kabila, il est le plus intelligent de tout le monde. Le plus intelligent, parce que ce deal-là le lie pieds et mains. Et nous le voyons. C'est ce que j'ai dit. Nous le voyons, ça c'est moi qui tire les conséquences. Nous le voyons dans l'agir. Mais Célestin, ce n'est pas normal qu'un président soit élu et que le temps passe et qu'il ne nomme pas de Premier ministre, et vous dites que cela est normal, comme vous êtes habitué de Ça, toujours grave, comprendre c'est grave. que cela est normal, et que, ayant passé 130 combien de jours, avez-vous dit tout à l'heure, 4 mois et 8 jours. Et 8 jours, et que vous trouviez que c'est normal. Non, Célestin, ce n'est pas normal. Mais c'est une situation constitutionnelle. Un pays normal, vous avez vu la passation du pouvoir entre Hollande et Macron. Aussitôt, Macron ayant obtenu son pouvoir, il a nommé son Premier ministre et le pays a marché. Aujourd'hui, cette situation d'attente que vous êtes en train de comprendre, oui, il faut agir au moment voulu, mais il faut agir dans le temps pour que l'on ne puisse pas faire écouler le temps inutilement. Parce que, regardez, Célestin, il y a ce qu'on appelle les chronos, les temps de la montre, et les kairos, les temps favorables. Mais on a comme l'impression que le président Kabila est en... Qu'est-ce que je dis? Tshisekedi est en train d'agir plus sur les kairos plutôt que sur le chronos. Or, son évaluation dépendra de comment il a géré les chronos et de comment il a agi par rapport à ce qu'il aurait considéré comme kairos. Merci beaucoup, merci à M. Sélé. 30 secondes, s'il vous plaît, 30 secondes. En tout cas, je vais juste dire à Luc que ce qui se passe maintenant là, ça ne dépend pas de Tshisekedi, ça dépend de la Constitution, qui veut que le gouvernement soit investi par le bureau définitif de l'Assemblée nationale, et que ce bureau, mais on ne pourra l'avoir que fin mars, début avril. Merci beaucoup. Je ne pas le nom de Tshisekedi. Je le veux bien. C'est pas le nom de Tshisekedi. Je le veux bien confondre la Constitution française à la Constitution congolaise. Il faut aller lire, je vous recommande, l'article 20 de la Constitution française. Vous verrez que ce qui s'est passé en France, c'est conformément à la Constitution. Et ce qui s'est passé au Congo, c'est conformément à la Constitution. Une chose, tenez compte de ce qu'on appelle respatialisation de concept lorsque vous parlez de démocratie sur un plateau de télévision. C'est peut-être une chose qui reviendra plus tard. Donc, moi, je dis simplement que si nous venons sur un plateau de télévision, nous devons éviter les amalgames. Nous faisons trop d'amalgames. Nous prenons des exemples qui... Hors contexte d'ailleurs. Parce que vous m'avez donné la leçon de la contextualisation. Et je dis, cette contextualité dépend de ce que nous vivons ici chez nous. Mais quand on fait trop de confusion, nous perdons ceux qui nous suivent, qui ont besoin de retenir un tant soit peu quelque chose de ce que nous disons sur ce plateau. Merci. Je crois que prochainement, si vous voulez bien... Merci à Sélé. Le débat était houleux, on le comprend. C'était un débat contradictoire, c'est voilà. Merci Michel. Je rappelle également à tous les activistes de notre pays, la RDC. On dit très simplement à la lutte égale, reconnaissance égale. Certes, Rossi Mukendi Tumanga a fait son temps, on le reconnaît, mais aussi il y a aussi Thérèse Katangala. Il y a aussi Issel Ndalou. Il y a aussi Boloko à Mbandaka. Il y a Luc aussi. Tous ces gens sont tombés aussi sur le champ de bataille pour que finalement nous ayons ce que nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui. Il est important que nous ne soyons pas toujours, bien qu'on a été amis à Rossi Chimanga, qu'on reconnaît son combat, mais aussi on dit à la lutte égale, reconnaissance égale. On attend également qu'on puisse avoir un mausolée ou soit une reconnaissance, en tout cas particulière, en mémoire de Thérèse Katangala, qui est tombée, en tout cas sous les coups de balle de la Kabylie, dans l'église, dans la paroisse Saint-François à Kitambo. J'étais présent précisément. Issel Ndandou qui est tombé, qui est oublié d'ailleurs par l'UNC, son parti.
il y a Boko qui est à Madaka, il y a Luc qui sont là, qui doivent être aussi reconnus en tant que tels. Merci mesdames et messieurs à vous, merci à Moron Jamé qui était de la caméra Karine Bébé, nous avons la coordination de Dumtiri, il y avait Fiston Atunga et Aleka Bongo à la coordination. Alors non, merci, au revoir demain pour un nouveau numéro de votre magazine Kiosque. Merci Michel.